Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette sixième série de classes virtuelles. Vous êtes une petite cinquantaine aujourd'hui à nous avoir rejoints. Nos fidèles clients du Maroc, de Belgique et du Luxembourg qui sont toujours présents depuis la première de ces classes virtuelles. Et puis, tous les secteurs sont représentés. Je veux parler de la grande distribution, du retail, de l'industrie, industrie pharmaceutique, industrie agroalimentaire. Secteur B2B et quelques entreprises dans le B2C également, notamment en construction de maisons individuelles. Donc, bienvenue à tous. Je vais être accompagné d'Emmanuel Bergerot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous, merci pour votre présence. Pour animer cet atelier, comment aider vos commerciaux à réussir le second semestre 2015, sujet d'actualité, sujet brûlant, sujet essentiel. Et ce que je vous propose pour démarrer l'échange que nous allons avoir, c'est de prendre un petit peu de hauteur et de regarder un certain nombre d'études, d'éléments chiffrés qui vont pouvoir nous donner un aperçu de ce que nos partenaires attendent. Alors, je suis trahi par la technique. Ok, ça ne fonctionne pas. Voilà, formidable. Emmanuel, une étude réalisée par eAdvise qui nous donne un certain nombre d'enseignements. Alors effectivement, deux chiffres en tout cas dans cette étude et qui vont nous intéresser. Un premier chiffre par rapport à la relation et en tout cas par rapport à l'importance que les clients accordent à leurs fournisseurs, et 75% des personnes interrogées qui nous disent que le choix du prestataire dépend aussi de la relation client. Donc c'est un élément qui va être rassurant et qui va nous servir en tout cas par rapport à cette relation qu'on va pouvoir mettre en place avec les clients. Et c'est un chiffre qu'on va pouvoir regarder au regard d'un deuxième qui est moins rassurant mais qui donne aussi des pistes de progrès. 43% aujourd'hui des clients qui considèrent que réaliser un achat en ligne c'est suffisant, voire ça génère leur préférence. Et si je le formule autrement, ça veut dire que 43% aujourd'hui des consommateurs considèrent que la relation qu'il peut y avoir dans un point de vente avec leur commerçant, avec l'interlocuteur, avec le vendeur, n'est pas justifiée et qu'on peut se passer de cette relation. Donc ça, c'est deux chiffres sur lesquels on va s'appuyer pour cette webconférence. On va s'appuyer, Philippe, je crois que tu as des informations d'action commerciale aussi. Également, tout à fait, avec Action Commerciale que vous connaissez bien, une revue professionnelle qui a fait une étude et qui dit la chose suivante. Voilà les trois compétences clés qui sont recherchées par les clients. La première, la capacité à proposer une solution globale. La seconde, la capacité à développer une qualité, une relation client forte. Et puis la troisième, la capacité à sortir du cadre. Donc, si on voit que la première attente relève du marketing et de l'offre générale, la seconde et la troisième, la qualité de la relation et la capacité à sortir du cadre, dépendent étroitement de la qualité relationnelle, de la qualité globale que vont pouvoir développer vos commerciaux, vos équipes terrain, vos équipes de téléprospection, vos équipes de téléconseillers. Le deuxième élément, je pense que si on posait la question en 2015, on aurait le même résultat, c'est-à-dire qu'une importante majorité, 43% des directeurs commerciaux, mettent en avant un accroissement de l'exigence de rentabilité en 2014. Donc, il y a à la fois la recherche de volume, mais il y a aussi la recherche du rapport poids-puissance qui est important dans les actions qui vont être réalisées par leurs équipes. Donc ça, c'est une étude action commerciale qui fait apparaître cette prégnance de la relation client au sens propre du terme. Deuxième étude que je souhaitais partager avec vous en complément de celle qu'évoquait Emmanuel, celle des DCF, Directeurs Commerciaux de France, là aussi une association que vous connaissez certainement, qui a produit deux objectifs forts, ou qui fait apparaître deux objectifs forts sur les attentes des commerciaux. D'abord, l'amélioration de la qualité de la relation client. On en est toujours au même point. On voit que pour 64% des entreprises, cette relation client est absolument essentielle. Et puis, la deuxième, c'est l'augmentation, évidemment, du chiffre d'affaires par client. Donc, voilà les problématiques qui sont celles des dirigeants commerciaux, des responsables commerciaux que vous êtes. Amélioration de la qualité client,
amélioration de la performance, soit en volume, soit en rentabilité. Donc pour ça, pour faire face et pour atteindre ces objectifs, on va partager avec vous 3 solutions, Emmanuel, qu'on souhaite vous présenter maintenant. Trois solutions, et effectivement, on le voit bien dans ce que dit Philippe et dans les premiers éléments d'iAdvise, une évolution dans les attentes des consommateurs, qu'on soit en B2B, qu'on soit en B2C, qui nécessite plusieurs choses, qui nécessite de s'adapter en termes de management des hommes, qui nécessite de faire évoluer l'offre qu'on va pouvoir proposer à vos équipes, à vos commerciaux. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de cumuler des offres de formation, c'est pas de cumuler des actions, mais c'est bien de trouver la bonne articulation, de mettre en place la bonne architecture pour apporter des solutions les plus opérationnelles, les plus pertinentes et surtout, on va parler des solutions qu'on va pouvoir chiffrer, qu'on va pouvoir mesurer. Pour ça, ce qu'on vous propose, c'est de partager autour de 3 items, 3 expériences qu'on a menées à travers les War Rooms, on va en parler tout de suite, les journées de la réussite et puis une dernière approche, le Mystery Learning. Et pour commencer, Philippe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concept de War Room et sur les résultats que ça a pu apporter? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation barbare? En fait, quelque chose d'extrêmement opérationnel et d'extrêmement concret. On est là dans un accompagnement de petits groupes en présentiel sur des objectifs 100% opérationnels, 100% concrets, déterminés à l'avance. Et c'est une action qui va consister à accompagner et à préparer des rendez-vous, des échéances importantes pour vos équipes. Je veux parler d'échéances de référencement, je veux parler d'échéances de soutenance d'un appel d'offres, de négociation tarifaire, de négociation achat, vente, bref, d'aider vos équipes à réussir une étape importante, cruciale de votre année. Alors, on est dans cette opération aux frontières du conseil, de la formation, du coaching, du training. Du conseil parce que on va réfléchir avec vos équipes et avec vous, dirigeants, sur la stratégie à mettre en place. Formation parce que l'on va donner des conseils et des orientations. Coaching parce que l'on va préparer de façon individuelle les entretiens à venir et les soutenances ou négociations à venir. Et puis training parce que, évidemment, 100% d'application opérationnelle et terrain, exercice pratique, mise en situation, répétition de ce qui va se passer 24 heures, 48 heures après chez vos clients en direct. Alors, 3 exemples pour illustrer ces propos. Premier exemple dans le secteur automobile. Je veux faire référence à notre client PSA, où là, on est dans de la négociation achat avec des acheteurs que nous formons régulièrement, puisque nous formons l'ensemble des acheteurs monde de PSA, niveau 1, niveau 2, et pour certains, accompagnement dans le cadre de War Room pour préparer la négociation. Donc là, définition de la stratégie, répartition des rôles, les lignes de rupture, les concessions qui vont être apportées, tout le storyboard de la négociation à venir, et on a véritablement une préparation de ce qui va être fait dans les jours à venir. Second exemple, on est dans le secteur agroalimentaire. Je veux parler d'un salaisonnier qui est une grosse PME de la région lyonnaise qui souhaitait être référencé chez Carrefour. Et nous avons préparé les entretiens de présentation, de soutenance face aux acheteurs de Carrefour. Donc cette fois-ci, on passe de l'autre côté, on est avec les vendeurs et on les a aidés à référencer leurs produits de salaison sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes avec plutôt bon succès puisqu'on a aujourd'hui ce client qui a plus de 2 mètres de linéaire chez Carrefour depuis maintenant quelques années. Et puis troisième exemple, dans le secteur du transport, avec un client qui s'appelle TAT Express, lancement d'un nouveau produit, Eurotatex, et là, avec les équipes de commerciaux et leurs managers, la préparation de la vente de ce nouveau service qui était vraiment une offre de rupture à destination des clients, donc préparation des entretiens, préparation de l'argumentation, de réponse aux objections, dans le cadre que j'ai fixé, c'est-à-dire des petits groupes, des objectifs opérationnels évoqués. Voilà ce que l'on peut dire sur
cet accompagnement de War Room, Emmanuel? D'accord. Alors effectivement, première approche très opérationnelle. Une deuxième approche qu'on souhaitait partager avec vous, c'est ce qu'on a appelé les journées de la réussite. Journée de la réussite, l'objectif, ça va être de fédérer, et on va voir comment, autour d'un objectif commun, des équipes, et notamment des équipes qui sont habituées à travailler de manière autonome, ou en tout cas où l'ensemble des collaborateurs sont disséminés sur un territoire, sur une région. On va les faire travailler autour d'un objectif commun et surtout en générant de la convivialité et en générant une certaine émulation, on va pouvoir pratiquer, s'entraîner, analyser ensemble, tirer des enseignements sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et puis définir des plans d'action et faire de la mise en œuvre immédiate. C'est un type de modalité, on va prendre quelques exemples tout à l'heure, qui peut fonctionner sur la prise de rendez-vous, qui peut fonctionner sur du développement commercial. Je vais prendre deux exemples pour commencer. Premier exemple, un groupe que tout le monde connaît, un groupe dont tout le monde est client, qui est le groupe La Poste, et avec qui on intervient, en tout cas sur une filiale qui s'appelle Colipost. La problématique des commerciaux de Colipost, c'est la problématique qu'on rencontre chez beaucoup de commerciaux, à savoir des personnes qui sont isolées, qui privilégient et qui aiment le contact avec leurs clients ou leurs prospects, en revanche, qui sont parfois un peu moins à l'aise sur tout ce qui est développement commercial par téléphone. Ce sur quoi on a travaillé avec eux, c'est mettre en place donc, ces journées de la réussite, où on a regroupé dans chaque région toutes les équipes commerciales de Colipost. On a travaillé avec eux sur la segmentation de leurs fichiers, sur la segmentation de leurs prospects, sur de la priorisation. Et puis, on a lancé des campagnes d'appel qu'on a analysées, qu'on a fait analyser par les équipes, ce qui a permis d'affiner l'argumentaire, ce qui a permis de traiter ensemble les objections, de trouver ensemble des solutions. Et donc, on a pu s'entraîner à plusieurs reprises et tout au long de journées dédiées à ce type d'action. Voilà un type d'opération, journée de la réussite, et on reviendra tout à l'heure sur les résultats, mais en tout cas qui a permis, sur une activité qui n'était pas forcément appréciée ou en tout cas demandée par les commerciaux, de mettre en place des actions qui leur ont permis d'atteindre leurs objectifs. Alors Emmanuel, pendant que tu intervenais, je regardais le chat. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions via le chat, et il y a justement une question qui est arrivée sur cette journée de la réussite. Combien de personnes peuvent être accompagnées pendant ces journées de la réussite? Alors sur ces journées de la réussite, en tout cas en s'appuyant sur cette première modalité de journée de la réussite, pour que ça soit un succès, il faut impliquer les managers. Et quand on parle d'impliquer les managers, c'est leur présenter la démarche, mais leur donner un rôle actif. Et donc, sur les journées Colipost, dans chaque région, on avait entre 12 et 15 commerciaux. On a d'abord travaillé avec les directeurs commerciaux de chaque région, et on a co-animé ces journées. Et donc, pour cet exemple de Colipost, c'était des groupes de 12 à 15 personnes en fonction des régions avec qui on travaillait en simultané et avec qui on créait cette émulation. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, et en tout cas une deuxième modalité de journée de la réussite, c'est ce qu'on a pu mener chez un de nos clients qui s'appelle Kenti. Kenti, c'est une des entreprises leaders en Bretagne et en Normandie pour alimenter les restaurants, les hôtels en produits frais et en produits surgelés. Le choix qu'a fait Kenti pour différencier de la concurrence, c'est de construire, en tout cas d'avoir dans ses équipes commerciales, exclusivement des personnes qui avaient travaillé dans la restauration ou exclusivement des personnes qui avaient un cursus en tant que sommelier, avec une vraie passion, une vraie attirance, un vrai savoir-faire sur les produits. C'est un des éléments qui fait la force de Kenti, c'est un des éléments qui est apprécié et demandé par les clients, les restaurateurs, parce qu'ils échangent en tant qu'entre passionnés. La difficulté qu'avec Kenti, c'est qu'à force d'avoir des passionnés, on s'éloignait parfois des objectifs commerciaux où quelqu'un pouvait passer 1 heure dans la cuisine à parler du produit, mais oublier la démarche commerciale. Nous, on les a accompagnés et sur des journées entières avec les équipes commerciales pour mettre en avant toute la qualité, tout le discours qu'il y avait autour du produit, mais l'associer à une démarche commerciale et montrer, en tout cas, faire prendre conscience aux commerciaux que être passionné par son produit, en parler,
c'était pas antinomique avec des objectifs qui étaient fixés par l'entreprise. Et donc là, le choix qui a été fait, en tout cas en termes d'organisation, c'était de travailler, d'accompagner un commercial le matin, de faire un point à midi avec ce commercial et un autre commercial, donc un déjeuner à 3, et l'après-midi d'accompagner un second commercial afin de pouvoir former l'ensemble des équipes et accompagner l'ensemble des équipes autour de ce projet. Donc 2 exemples de journée de la réussite. Philippe, je crois que toi, tu as mené des actions chez McDonald's. Oui, alors l'idée, c'est de vous faire partager le maximum d'expérience. Donc là, on voit des objectifs à la fois sur des plateaux téléphoniques, c'est le cas de Colipost, en rendez-vous en B2B. Là, dans le secteur de la restauration, je veux parler de McDonald's, on a accompagné 70 franchisés, ce qui représente à peu près 210 restaurants sur toute la France. Et là, l'objectif, c'était de travailler avec les directeurs de restaurants et leur N-1 à l'accompagnement de leurs équipes dans une démarche qu'ils appellent la vente moussée et la vente complémentaire. Alors la vente moussée, c'est quoi? C'est lorsque vous arrivez pour acheter une frite, on va vous vendre une grande frite. Et puis la vente complémentaire, c'est lorsque vous avez pris un menu, on va vous proposer un dessert en complément. Donc là, il s'agissait pendant les périodes de rush d'accompagner les managers et les directeurs à observer les équipes, à les écouter, à les débriefer, à les recadrer, à refixer de nouveaux objectifs et à nouveau les observer. Et là, pour répondre à la question de notre participante tout à l'heure, on arrivait à accompagner 2 restaurants dans la journée et environ une quinzaine d'équipiers pendant ces 2 périodes de rush qui étaient le midi et le soir. Donc vous voyez pour cet exemple, War Room, on était sur la préparation des actions, on était en présentiel. Journée de la réussite, on est vraiment sur le terrain avec vos équipes, qu'elles soient au téléphone, qu'elles soient en rendez-vous ou qu'elles soient au restaurant. Et la fixation d'objectifs opérationnels et l'accompagnement opérationnel pendant la journée. 3e exemple, Emmanuel, qui est le Mystery Learning. Donc là, une approche aussi différente et complémentaire. Oui, différente et complémentaire, et surtout une approche qui nous a été inspirée, en tout cas qu'on a mis en place à la demande de nos clients par rapport aux difficultés, par rapport au marché que vous rencontriez. Ça s'est appuyé, je vais d'abord faire le constat. Le constat, il était de plusieurs natures. Un premier constat qui était de dire, pour des magasins, notamment dans le domaine du retail, on a des équipes qui changent régulièrement, on a un turnover qui est important, et donc premier élément, et un deuxième élément qui fait que l'économie fait qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de mettre en place des plans d'action sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc une demande sur des actions très opérationnelles et avec des résultats mesurables et mesurables très rapidement. Ça, c'était la première demande. Un deuxième constat, ou en tout cas une deuxième demande, c'était de dire qu'il existe déjà des choses. Vous ne nous avez pas attendu pour intervenir dans vos magasins. Il existe déjà plusieurs choses. Le client mystère, qu'un certain nombre des enseignes présentes, d'ailleurs, je regardais, pour intervenir dans les magasins. Le client mystère a un vrai avantage, c'est de faire une cartographie du magasin sur les bonnes pratiques et les axes de progrès. La difficulté du client mystère, c'est qu'en général, les résultats arrivent quelques semaines, quelques mois après le passage, et c'est difficile de mettre en place des plans d'action immédiats. Ça, c'était une première méthode. Une deuxième méthode qui a fait ses preuves aussi, qui est le coaching qui est souvent réalisé par les directeurs de magasins, par les managers, par les chefs de secteur, qui apporte un intérêt, puisque là, le débriefing est immédiat, avec une difficulté quand même, c'est que quand mon patron est à côté de moi, je suis pas forcément complètement naturel, je vais forcer le trait si je suis dans un magasin, donc on s'éloignait un peu de la réalité que vivaient les vendeurs, que vivaient les commerciaux au quotidien. Le Mystery Learning, le choix qu'on a fait, a été de garder le meilleur de ces 2 pratiques et d'enlever ce qu'on considérait ou ce que vous considériez comme des faiblesses. Et donc, pour mettre en place le Mystery Learning, on va travailler en 3 temps. On va travailler dans un premier temps en amont de l'intervention, en réfléchissant et en travaillant avec les directeurs de magasins, avec les directeurs commerciaux, avec les chefs de secteur sur quelles sont vos cibles, sur quels items vous avez identifié des faiblesses, qui est dans votre zone de chalandise,
quels sont les sujets sur lesquels vous souhaitez vous améliorer. Le fait de travailler en amont sur ces sujets-là, ça va nous permettre de définir ensemble des scénarios clients, des profils de clients tels qu'on peut les rencontrer dans vos magasins, dans vos points de vente. Première partie. Deuxième partie, le consultant va intervenir dans vos magasins comme un client, va jouer l'ensemble de la démarche avec des objections que peut avoir un client, la bienveillance que peut avoir un client, mais aussi des traits de caractère un peu moins positifs, comme on peut l'avoir avec des clients, des objections par rapport à la concurrence, des objections par rapport à vos produits, et on va aller jusqu'à la fin de l'acte de vente qui pourra se traduire soit par un achat, soit par le fait de quitter le magasin sans acheter et en terminant en général par un « je vais réfléchir », qu'on entend très souvent dans les magasins. Première étape. Deuxième étape, on revient au magasin et là on va pouvoir travailler de manière très opérationnelle puisque c'est pas que sur du vécu, sur voilà ce que j'ai perçu en tant que client, voilà ce que j'ai aimé et voilà ce qui fait que j'aurais acheté chez vous, voilà aussi toutes les raisons qui font que j'aurais pas acheté chez vous. Et donc ça, on va pouvoir renouveler cette opération à plusieurs reprises dans la journée en travaillant en amont sur le planning des équipes, ce qui va nous permettre d'avoir cette cartographie et d'avoir des plans d'action individuels. Et ça va aussi nous permettre tout au long de la journée, en situation réelle, puisqu'on est en surface de vente, de travailler, d'écouter les équipes, de les amener et de les accompagner pour s'améliorer. Et quand je parlais d'aspect mesurable ou opérationnel, on va le faire au regard des chiffres, des résultats que vous avez dans vos points de vente ou de vos indicateurs. Je vais prendre un exemple. On a mis en place ce type d'action de Mystery Learning chez un de nos clients qui s'appelle Styleco. Styleco, pour vous donner quelques chiffres, c'est 150 magasins en France, c'est entre 4 et 7 collaborateurs par magasin et c'est une enseigne qui est spécialisée dans le vêtement pour toute la famille. Chez Styleco, il y a 3 indicateurs qu'un certain nombre d'entre vous vont reconnaître, qui les intéressent. Il y a ce qu'il appelle le TT, donc le taux de transformation, en combien de clients sont rentrés dans le magasin, combien de clients ont acheté. Il y a l'indice de vente. Parmi mes clients qui ont acheté, combien ils ont mis de produits dans leur panier. Et puis, il y a un troisième indicateur qui est le panier moyen, combien chaque client a dépensé dans le magasin. L'avantage de ces indicateurs, c'est qu'ils sont mesurables heure par heure, qu'on peut suivre l'évolution, qu'on peut analyser les résultats. Et quand je parle d'analyser et de suivre l'évolution, c'est ce qu'on fait dans la troisième partie, dans le débriefing avec les équipes. Qu'est-ce qui a fonctionné? Quel indice et quel indicateur a évolué? Quel plan d'action on peut mettre en place? Et donc là, je parle de plan d'action par collaborateur, je parle de plan d'action par magasin, voire par secteur, voire même pour l'enseigne. Donc ça, c'est l'exemple de Styleco. Ce type d'action, on a pu le mener aussi dans l'univers de l'optique chez une enseigne qui est présente sur tout le territoire, qui nous disait, moi, ma problématique, c'est que j'ai 1, 2, 3 collaborateurs maximum par magasin. Je ne peux pas me permettre d'envoyer mes collaborateurs 2 jours en formation. Je ne peux pas vider mon magasin. Donc ça, c'est c'était leur premier constat. Le deuxième constat qu'ils nous faisaient, c'était de dire, ma zone de chalandise est tellement spécifique qu'un plan d'action ou une formation générique ne conviendrait pas. Et donc là, le fait de travailler avec le Mystery Learning, ça a permis d'apporter des résultats très, très concrets et très opérationnels. Alors Emmanuel, justement, il y a une question qui vient d'arriver sur les résultats. Pour autant, moi j'ai une question de réceptivité des équipes commerciales. Comment vit un commercial qui a déroulé une vente pendant quelques minutes le fait que tu te présentes non pas comme étant un vrai client, mais comme un vrai consultant? Comment c'est vécu et est-ce qu'il n'y a pas des freins par rapport à ce type de démarche? Alors, c'est effectivement toute la clé du succès de la journée, du succès de l'opération, réside dans le moment où le consultant va se présenter et va expliquer qu'il n'était pas client, qu'il n'était pas consommateur et qu'il vient bien pour travailler avec les équipes. Dans 100% des cas, et j'insiste sur 100%, dans 100% des cas, ça a été bien vu, ça a été perçu positivement. Pourquoi est-ce que ça a été perçu positivement? C'est que très rapidement, on fait prendre conscience aux équipes qu'il n'y a aucune notion de jugement dans ce type d'action et que le seul objectif, c'est de faciliter le travail, de faciliter l'atteinte des objectifs de chacun. Et donc, on est là que pour les accompagner, on est là que pour les aider et en aucun cas, on est là pour les juger. Et donc, l'intérêt de le présenter comme ça, c'est que
passer les quelques secondes d'incertitude ou de flottement, très vite, les personnes nous questionnent, deviennent actrices et rentrent complètement dans la démarche. Ce qui est important dans ce que tu évoquais, effectivement, c'est la notion de débriefing avec le responsable de magasin, ce qui permet de faire vivre ensuite la formation sur le long terme. Alors effectivement, et c'est encore plus qu'avec le responsable de magasin, le débriefing, il a lieu d'abord individuellement avec chaque collaborateur sur de la prise de conscience et son action il est individuel, puis avec le responsable de magasin sur les forces de son magasin, les forces de son équipe, mais aussi sur les points qui peuvent être travaillés. Et très souvent, en tout cas c'était l'exemple de Styleco, on a aussi travaillé un peu plus haut avec les chefs de secteur pour qu'ils impliquent complètement l'ensemble de leur magasin et que ce soit bien une démarche portée par tout le magasin. Alors Emmanuel, la question qui est posée par un de nos participants, c'est est-ce que vous avez une idée du retour sur investissement de ce type d'opération? Oui, alors c'est l'avantage, et j'allais dire, je pourrais presque dire qu'on a un retour heure par heure. Là, on va rester sur des retours un peu plus macro. Je vais prendre l'exemple des magasins Styleco dont on parlait. Il y a deux chiffres qui sont intéressants chez Styleco. Un premier chiffre qui est le chiffre immédiat, c'est-à-dire le chiffre en fin de journée. Sur les magasins qu'on a visités, en moyenne, on a 32% d'augmentation du chiffre d'affaires sur une journée où on est présent en magasin et où on fait travailler les équipes. Ça, c'est un premier indicateur qui est positif, mais qui est court-termiste. On a un deuxième indicateur qui est plus intéressant, c'est qu'un mois après le passage en magasin, on est encore à 19% d'augmentation du chiffre d'affaires sur les magasins dans lesquels on est intervenu. Donc, deux résultats, mais un résultat immédiat et un résultat qui dure dans le temps. C'est une des raisons pour lesquelles notre client continue de nous solliciter sur ce type d'action. Sur l'opération Colipost qui est récente également, tu as les chiffres? Alors sur l'opération Colipost, il y a deux chiffres qui sont intéressants. Le premier chiffre, c'est d'abord que les commerciaux qui étaient contre la démarche du téléphone nous ont ressollicité en disant on voudrait remener ce type d'opération. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont demandé ça? C'est qu'on a, en termes d'augmentation, on a sur une journée au téléphone les mêmes résultats que ce que eux mettent 4 à 5 semaines à obtenir en termes de prise de rendez-vous. Donc c'est eux-mêmes, au regard de ça, qui nous disent on a besoin d'être accompagnés. L'autre élément, et pour compléter, l'autre élément qui est important dans le mystery learning et dans ce que ça va apporter, c'est complètement dû à la carte. Et je vais prendre pour preuve un dernier exemple, ou en tout cas une dernière évolution d'un client qui nous a fait confiance pas plus tard que vendredi dernier, en disant la démarche de mystery learning me plaît, mais moi mes équipes ne sont que sur de la relation client et que sur de la vente par téléphone. Et donc, on a travaillé ensemble et on est arrivé à ce qu'on va appeler le mystery calling, donc qui va être une nouvelle évolution, mais qui va s'appuyer sur le même système où on va travailler sur des scénarios, jouer le rôle de client par téléphone en appelant, donc en se faisant passer pour un client, et ensuite on va débriefer sur des plans d'action individuels avec toujours cette même idée, en tant que consommateur B2B ou B2C, B2B en l'occurrence dans cet exemple, voilà ce que j'ai aimé, en tant que consommateur, voilà ce que j'ai moins aimé, ce qui fait que je n'aurais pas travaillé avec vous. Donc, voilà, 3 exemples. Ouais. Il y a une autre question d'une participante qui demande s'il y a besoin d'une salle séparée pour faire le débriefing. Donc là, je pense que c'est sur le mystery learning. Besoin d'une salle séparée? Il y a besoin de pouvoir s'isoler. C'est pas la salle en tant que telle, c'est l'aspect convivialité et l'aspect création de lien avec la personne qui va être important. Effectivement, le fait de pouvoir s'isoler dans une salle séparée, dans une réserve, en back-office, en fonction des points de vente, ça peut être intéressant, ça peut être utile. Si je prends l'exemple des commerciaux de chez Kenty, on travaillait entre 2 rendez-vous, dans la voiture, dans les cafés. Donc là aussi, on va pouvoir s'adapter en fonction des contraintes, en fonction du mode de fonctionnement de l'entreprise. Merci Emmanuel. Nous voici arrivés au terme de cette dernière nouvelle classe virtuelle. Je vous propose de nous retrouver sur un prochain rendez-vous le 15 juillet à 17h30
nous aborderons cette fois-ci le management à travers un de nos produits phares qui s'appelle Mastership, qui est une méthode qui a été suivie par plus de 30 000 managers à travers l'Europe. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous enverra une invitation pour le 15 juillet, 17h30. Pour cette conférence, elle est terminée. Vous l'avez compris, une capacité à vous accompagner sur diverses solutions. Alors, on n'a pas parlé de blended learning, on n'a pas parlé de e-learning. Emmanuel le disait au démarrage, ce n'est pas une solution plutôt qu'une autre, c'est une combinaison d'actions que nous pouvons mener. Nous espérons qu'à travers les exemples que nous vous avons présentés, eh bien, vous aurez trouvé des idées, des solutions. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Merci beaucoup pour votre participation nombreuse et à bientôt pour une nouvelle classe virtuelle. Au revoir. Merci à vous, au revoir.